Alors aujourd'hui, pour cette première émission, nous allons parler de la question israélo-palestinienne et de son impact sur la réalité politique française. La question israélienne, Youssef, est-elle vraiment étrangère au combat nationaliste français ? Très bonne question. En fait, il faut partir de la spécificité d'Israël et du sionisme qui est par définition international. Si Israël était un État comme les autres, avec ses propres conflits, ses intérêts, et surtout des conflits qui n'engagent que lui et ses alliés qui partageraient également les mêmes intérêts, on pourrait effectivement tenir ce discours distancié en disant que la France n'a pas de rapport avec le conflit israélo-palestinien dans une posture de réel politique. Mais la réalité, c'est que Israël, les forces d'Israël, ne résident pas en son sein propre. Israël s'est constitué, d'abord le foyer national juif, grâce à l'influence d'une partie de sa diaspora, notamment en Occident, qui a alimenté le foyer national juif en argent, mais également l'influence qu'exerçait cette diaspora, ces réseaux, ces lobbies sur les États-nations occidentales. Donc, dire que la France doit se tenir à l'écart du conflit israélo-palestinien alors que l'État français, depuis notamment Nicolas Sarkozy, mais même précédemment, mais tout particulièrement depuis le mandat de Nicolas Sarkozy, est devenu en fait un allié direct d'Israël et que notamment durant le mandat de Sarkozy, la France s'est engagée dans une guerre contre la Libye sous l'influence notamment entre autres de Bernard-Henri Lévy qui l'a fait pour Israël. Là, à partir de là, on ne peut plus ce discours pseudo-réaliste ne tient plus. La France, l'État français est engagé dans l'arène géopolitique proche-orientale. Elle a soutenu ouvertement et officiellement les groupes terroristes dans cette guerre internationale au profit d'Israël contre la Syrie. Depuis Nicolas Sarkozy, avant Nicolas Sarkozy, les gouvernements se rendaient annuellement au dîner du CRIF, et depuis Nicolas Sarkozy, les présidents et les membres du gouvernement se rendaient à ce dîner du CRIF pour recevoir ordres et recommandations. Donc, la France est impliquée, l'État français subit l'influence d'une puissance étrangère qui dirige sa politique loin de ses intérêts propres. Donc dire qu'il y aurait d'un côté un lobby pro-israélien et un lobby pro-palestinien et que la France devrait se tenir à équidistance de ces deux lobbies est une absurdité. La réalité, c'est que le lobby pro-israélien, ce qu'on appelle en France notamment les néoconservateurs qui viennent des États-Unis, ont un certain poids sur la politique du Quai d'Orsay en France. Et par conséquent, si on évacue l'existence du lobby pro-palestinien, effectivement, qui n'existe pas, et je ne vois pas, moi personnellement, l'influence d'un lobby pro-palestinien sur la politique étrangère française, la question qui doit se poser, c'est la France doit-elle continuer à suivre le lobby pro-israélien et défendre les intérêts d'Israël, ou simplement défendre ses propres intérêts? C'est la question. Les souverainistes d'aujourd'hui qui appartiennent au camp des patriotes, des catholiques, des conservateurs, des néo-virilistes, on peut penser à Charles Gave, Pierre-Yves Rougeron ou Rochdy, par exemple, revendiquent une politique de neutralité vis-à-vis de la question israélo-palestinienne, voire même quelquefois, ils ont tendance à prendre le modèle du régime sioniste comme un exemple. Et ces personnes-là qui se définissent comme des souverainistes actuellement, est-ce qu'elles s'inscrivent véritablement dans la tradition du souverainisme français ? Absolument pas, il suffit de lire les textes et les positions des nationalistes français, notamment, je cite dans mon ouvrage L'autre Zemmour, un long article de Jacques Bainville paru dans le journal de l'Action française en décembre 1920, qui s'appelait les effets du sionisme, où il prenait position de façon nette vis-à-vis du sionisme qu'il percevait déjà à l'époque comme un projet politique qui allait créer des tensions entre le monde occidental et le monde musulman,
qui allait provoquer des guerres de religion. C'était très bien vu à l'époque, on est en 1920. Qu'il présentait le sionisme comme une aventure fondamentalement anti-chrétienne, avec un irrespect total du Saint-Sépulcre, notamment à Jérusalem, contrairement aux musulmans qui contrôlaient les lieux auparavant. Je pourrais aussi renvoyer au pape Pie X qui a reçu en 1904 Theodor Herzl et qui a refusé de valider le projet sioniste et de reconnaître non seulement le projet sioniste, mais aussi le peuple juif. Il a dit très clairement à Theodor Herzl, je l'ai rapporté dans plusieurs de mes ouvrages d'ailleurs, vous n'avez pas reconnu, la terre de Palestine n'a pas toujours été sainte, mais elle a été sanctifiée par notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ce que dit le pape Pie X. Vous n'avez pas reconnu notre Seigneur, nous ne pouvons pas vous reconnaître, vous, peuple juif. Fin de discussion. Ouais. Donc ça, c'est le pape Pie X, donc c'est la position traditionnelle catholique vis-à-vis du projet sioniste et du peuple juif. Ensuite, Charles de Gaulle, alors j'ai publié un long texte sur le site d'Égalité et Réconciliation, où je mets en évidence que ce qu'avait prédit en 1920 Jacques Bainville, eh bien, c'est passé, et c'est le bainvillien Charles de Gaulle qui a été confronté directement en tant que président de la République française au bellicisme, à l'expansionnisme et aux provocations israéliennes. Et on peut penser ce qu'on veut de Charles de Gaulle, il y en a dans la droite traditionnelle française qui sont anti-gaullistes, beaucoup, d'autres qui sont gaullistes, mais la question n'est pas là. La question est la suivante, qu'est-ce que la tradition politique française ? Eh bien, Charles de Gaulle le dit dans sa conférence de presse en 1967, et là encore il s'inscrit dans la tradition intellectuelle bainvillienne, où il dit, une fois débarrassé du conflit algérien, la France est revenue à sa politique, la politique qu'elle a pratiquée durant des siècles au Proche-Orient, vis-à-vis des pays arabes et musulmans, c'est-à-dire une politique d'alliance, d'amitié, de proximité avec ces peuples, avec ces nations. Donc elle est là, la tradition politique et géopolitique française. Alors je me demande, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? En fait, tout simplement, il y a eu une montée en puissance en France comme aux États-Unis d'un lobby qui s'appelle le lobby pro-israélien, qui a soumis le monde politique, le monde médiatique, le monde intellectuel, à tel point qu'une partie des pseudo-souverainistes de droite, qui sont pour certains d'entre eux soupçonnés d'antisémitisme, puisqu'on ne se refait pas, hein. Je pense notamment aux grands bourgeois de droite qui sont historiquement des antisémites virulents parce qu'ils considéraient les juifs comme leurs concurrents directs sur le plan économique et qui ont été domestiqués depuis et qui font le maximum pour montrer patte blanche et essayer. Et en fait, ils avalent complètement le discours des BHL, Goldnadel, Zemmour qui leur présentent la nation antique israélienne et la nation moderne israélienne comme un modèle pour la France, un modèle à suivre et même un modèle de société à calquer en France, décalquer sur la France, je dirais. Et alors que ça ne correspond absolument pas ni à l'histoire de France de Jacques Bainville, ni à aucune histoire de France objective, ni à la politique du général de Gaulle dont certains se revendiquent. Donc je dis qu'il y a là imposture, il y a mensonge, il y a lâcheté et il y a soumission. Et ces gens qui sont des soumis totaux, ont aussi intégré le discours anti-islam, anti-musulman, même s'ils n'ont absolument pas étudié la question, pour complaire à leurs amis, à leurs maîtres pro-israéliens, et pour pouvoir continuer à être invités sur les médias, au micro de Berkoff ou de CNews. C'est aussi simple que cela. Ils sont coupés. Alors moi, je n'appartiens pas à cette tradition, hein, je viens de l'extérieur. Mais je veux dire, c'est comme tous les sujets que je traite, j'essaie de les traiter de façon objective et je m'en tiens aux faits historiques, aux textes que j'ai présentés dans mes livres, dans l'autre Zemmour, dans le texte publié sur Égalité et Réconciliation. Et cela, c'est indiscutable. Bon, il a été publié déjà il y a quelques semaines maintenant, je crois il y a 2 semaines, et je n'ai reçu aucune réponse, aucun contre-argument, comme d'habitude. Et j'aimerais revenir juste un tout petit peu sur la position de Gaulle vis-à-vis du conflit israélo-palestinien. Il avait dit que la droite souverainiste s'est compromise avec le lobby pro-israélien en France, et vous avez parlé du fait que ce lobby montait, qui gagnait
en influence, en puissance, en notoriété, en financement au sein de l'État français. Est-ce que vous pensez que ce rayonnement du lobby pro-israélien en France est lié avec la chute de Gaulle en 69 ? En 68. Alors, il y a eu l'épisode 67, quand le général de Gaulle avait prévenu les Israéliens en leur disant que si vous attaquez les premiers vos ennemis dans la région, la France condamnera. C'est ce qu'il a fait, il a condamné. Quand il a senti le conflit venir, il a mis en place un embargo sur les armes, donc qui a touché Israël. Il a condamné publiquement. Donc ça, c'était suite à la guerre de 6 jours. Oui, voilà. Oui. Juste avant, pendant et après la guerre des 6 jours. Et en indiquant bien que la Ve République, dont il était le père, a pris ses distances avec l'État hébreu par rapport, en comparaison à la Quatrième République, qui avait des liens très étroits avec l'État d'Israël, qui avait soutenu notamment en armes l'État d'Israël. Et le général de Gaulle était dans une politique en fait réaliste, c'est-à-dire on va pas entrer en guerre contre Israël, on va maintenir de bonnes relations diplomatiques, mais pas de liens intimes comme sous la Quatrième République. Il s'est passé ce qui s'est passé, c'est-à-dire en 68, un certain nombre d'éléments pro-israéliens qui avaient participé notamment à la guerre de 67 étaient rentrés en France et ont organisé mai 68 avec l'aide des services secrets israéliens, des services secrets aussi américains. Les Chinois aussi étaient impliqués. Et le général tombe donc après mai 68, notamment à cause de sa position anti-israélienne en réalité en 1967. Donc à partir de là, ça a été les Français ont quand même essayé de maintenir une politique distante vis-à-vis d'Israël, notamment en 69, avec l'affaire des frégates qui ont été volées d'ailleurs par des espions organisés par les services secrets israéliens. Qu'est-ce que c'est l'affaire des frégates ? En fait, la France avait passé donc dans les années 60, je crois que c'était en 65, un contrat d'armement avec Israël. Elle devait lui vendre 12 frégates. Non armés. Hein. C'était les Israéliens qui se chargeaient de les équiper de canons. Et après la crise de 67, eh bien, l'État français a suspendu la livraison de ces frégates. S'en est suivi une opération des services secrets israéliens. Donc c'est l'affaire des frégates de Cherbourg en 69, où ils ont littéralement volé 5 frégates à la France, et très certainement avec des complicités à l'intérieur de l'appareil d'État français. Voilà ce qui s'est passé. Donc il y a toujours eu en fait cette double tendance à la tête de l'État français, une tendance souverainiste, je dirais pas anti-israélienne, mais israélo-sceptique et éloignée d'Israël et plutôt pro-arabe, parce que c'était dans les intérêts de la France. Hein. Être proche d'une vingtaine de nations arabes et musulmanes, c'est plus cohérent que d'être proche d'une petite nation fraîchement créée, totalement artificielle, qui sème la pagaille dans la région. Tout comme ce serait l'intérêt des États-Unis. Tout comme ce serait les intérêts des États-Unis, mais entre les intérêts des États-Unis et les intérêts de la France et le Proche-Orient, il y a le lobby pro-israélien, comme je le disais. Donc à partir de là, la France n'a cessé de décliner depuis mai 68, avec cette révolution culturelle qui a eu des effets énormes en cascade sur le plan idéologique et sur le plan politique, qui a balayé une partie de la tradition politique française pour la remplacer par ce que nous voyons aujourd'hui. Mai 68 est une des causes de l'effondrement de l'État français actuel et de son intelligentsia. Et là, l'apothéose, ça a été effectivement Nicolas Sarkozy, l'homme des Américains, l'homme des Israéliens, qui a ouvert les portes de l'État français aux néoconservateurs. Et depuis, l'appareil d'État français est en partie une colonie israélienne. Parmi les personnalités politiques souverainistes qui tombent dans le national-sionisme, on a quand même vu récemment une personnalité qui semble s'en émanciper. En tout cas, il s'agit de Patrick Buisson, qui passe sur pas mal de radios en ce moment, qui a écrit un nouvel ouvrage où il se dissocie de la ligne Zemmour et de la ligne sioniste compatible, où il parle d'un grand remplacement, non pas comme le fait de l'islam qui attaquerait les valeurs de la France, mais que ce serait plutôt la modernité
et le matérialisme, et que l'islam prendrait petit à petit la place sans pour autant être une force agressive. Pour vous, Youssef, qu'est-ce que cela signifie l'émergence d'une telle personnalité au sein de la droite souverainiste moderne ou actuelle? Alors je dirais pas qu'il émerge, parce qu'il est là quand même depuis longtemps, Patrick Buisson, mais ces sorties m'ont interpellé. Alors la première chose qu'il faut dire, c'est que son propos par rapport à Zemmour n'est pas dans son livre. D'après ce qu'il a dit, c'est pas du tout le sujet de son livre en fait, mais quand il a démarré la promotion de son livre, il a très rapidement tenu à se dissocier d'Éric Zemmour et du discours d'Éric Zemmour. Là, ça m'a interpellé parce que quand mon livre L'autre Zemmour est paru et que j'ai commencé la promotion, Patrick Buisson est une des personnalités que j'ai pointées du doigt comme faisant partie de cette mouvance néoconservatrice, sarkozyste, et d'ailleurs proche de Zemmour. C'est vrai que je me suis interrogé, étant donné que il y a 2 ans encore, Patrick Buisson tentait de pousser Éric Zemmour à se présenter aux élections européennes. Est-ce qu'il y a un rapport avec la sortie de mon livre et le fait que cette analyse sur Zemmour et tout ce camp se soit très largement répandu sur Internet, sachant que le livre s'est très bien vendu? Est-ce que c'est un rapport avec le fait que je l'ai pointé du doigt comme faisant partie intégrante de ce dispositif? Est-ce qu'il a tenu à s'en dissocier pour cette raison? Est-ce que il y a un calcul politique de sa part? Est-ce qu'il constate que cette stratégie pro-israélienne, le discours de guerre civile, ne peut conduire qu'à l'effacement de la France, et il ne veut peut-être pas y participer? Parce que je pense que c'est quelqu'un de cynique, mais qui doit quand même au fond aimer son pays. Il a quand même, faut pas oublier, qu'il s'est mis au service de Nicolas Sarkozy, et pas qu'un peu, hein. Il est devenu son conseiller, je crois, en 2005, jusqu'au début de la campagne de 2012. Donc il a accompagné avant son mandat, pendant son mandat et après son premier et dernier mandat d'ailleurs. Alors je pense que Patrick Buisson, à un moment donné, il a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit je m'oppose à cette ligne promue par Zemmour. Il parle de ces gens qui parlent avec gourmandise de guerre civile. Bien sûr qu'il pense à Zemmour et à tout le reste de la clique. Et il dit notre camp ne pourra jamais gagner des élections présidentielles avec un tel discours, un discours de guerre civile. Parce que, comme il le dit à raison, les Français ne vont pas voter pour quelqu'un qui leur propose comme projet la guerre civile. Aucun Français normalement constitué, à part des idolâtres, vont aller voter pour quelqu'un qui leur ouvre l'horizon de la guerre civile, c'est-à-dire la fin de la société, la destruction du pays. Alors, est-ce qu'il a un cheval sur lequel il veut miser, Patrick Buisson? Est-ce qu'il essaie de ramener à la raison son camp, le camp auquel il appartient, pour éviter encore et toujours une défaite? Parce que c'est quelqu'un qui veut voir ses idées arriver au pouvoir, Patrick Buisson. Ça, c'était clair avec Nicolas Sarkozy. Je pense que c'est toujours le cas. Et je pense qu'il doit même se demander si ce discours de Zemmour et compagnie ne vise pas justement à faire perdre systématiquement le camp national. Et en réalité, c'est vrai. Parce que Éric Zemmour, un des rôles d'Éric Zemmour, c'est de maintenir en place le système en faisant élire le candidat du système. Il avait contribué, en tout cas, il avait fait campagne pour Nicolas Sarkozy en 2007. Quand Macron avait été élu, il avait fait son éloge. Et une candidature possible de Zemmour pour 2022 ne conduirait qu'à un seul résultat, c'est-à-dire l'affaiblissement du Front National, de Marine Le Pen, et donc faciliter la réélection d'Emmanuel Macron ou d'un autre candidat du système. Donc c'est ces questions que je me pose par rapport à Patrick Buisson. Ce qui est certain, c'est qu'il a dû comprendre que le bateau commençait à prendre l'eau, que ce discours politique et cette ligne politique défendue par Zemmour ne tiendrait pas la route à terme, et qu'il n'a pas envie peut-être d'être associé aux catastrophes que cela va entraîner. D'accord.
Pour retourner sur la question du sionisme, on va parler un petit peu de son actualité. La figure de proue du sionisme depuis quelques années maintenant, Benyamin Netanyahou, connaît quelques problèmes judiciaires, est menacé de se faire destituer. Est-ce que cette mise sur le côté est de bon augure pour nous ? Alors, celui qui a pris la tête du gouvernement israélien, Naftali Bennett, qui a été un ministre de Netanyahou, qui est entré en dissidence il y a quelques années, il s'est opposé à Netanyahou. D'ailleurs, il a créé une espèce de coalition avec une autre extrémiste comme lui qui s'appelle Ayelet Sheked, qui proposait d'ailleurs il y a quelques années de tuer les mères palestiniennes afin qu'elles cessent de procréer des Palestiniens, donc des futurs terroristes d'après elle. Ayelet Sheked qui était ministre... Elle a été plusieurs fois ministre, notamment ministre de la Justice, il me semble. Et là, je crois qu'elle va redevenir ministre. En tout cas, Naftali Bennett est un fanatique plus dur encore que Benyamin Netanyahou. Un véritable juif fanatique, orthodoxe, religieux, qui porte une kippa, qui considère que la terre d'Israël lui a été donnée par Dieu. Il a fait des déclarations dingues comme j'ai tué beaucoup d'Arabes dans ma vie et je n'ai aucun problème avec ça. Notamment parce qu'il était dans l'armée israélienne quand Tsahal a attaqué le Liban. Et là, il a pris une initiative qui a coûté la vie à 150 civils libanais qu'il a massacrés, hommes, femmes et enfants. Donc moi, j'aimerais bien demander aux souverainistes français ce qu'ils pensent de cela, si ça les intéresse toujours de prendre comme modèle une société qui pratique la ségrégation raciale et l'épuration ethnique et qui se fonde sur la Bible hébraïque pour former sa politique. Donc Naftali, je veux dire, on s'est débarrassé de Netanyahou pour avoir pire que lui encore. D'accord. Donc c'est encore plus assumé et affirmé. Enfin, oui, totalement. Là, on a affaire à... Netanyahou était un juif religieux, mais aussi un pragmatique, un réaliste. Naftali Bennett est un véritable fanatique religieux qui n'est, je crois... Peut-être qu'il a une part de rationalité, mais il fait partie de ces gens qui attendent de pied ferme l'arrivée du Mashiach, de leur Messie, et par tous les moyens nécessaires. Donc là, on va certainement connaître un durcissement de la politique israélienne, c'est-à-dire une radicalisation dans le fanatisme juif de l'appareil d'État israélien, et il va être de plus en plus difficile, pour revenir à la France, pour ceux qui se présentent comme des souverainistes, de défendre le modèle israélien. D'autant plus que le modèle israélien est en échec à plusieurs niveaux. C'est un pays en guerre perpétuelle. Est-ce que c'est ça que ces gens-là veulent pour la France ? C'est un pays qui pratique le massacre rituel en bombardant de façon justement rituelle, à intervalles réguliers, des populations civiles. C'est un pays que la France, notamment CNews avec Zemmour, a pris pour exemple pour instaurer une dictature sanitaire. Et là, on découvre que parmi les malades, parce qu'il y a une nouvelle vague là-bas de coronavirus, 40% des malades actuels sont des gens vaccinés. Donc, la société israélienne, la politique israélienne, la doctrine militaire israélienne, la diplomatie israélienne tout cela a été mis en échec. Et donc, si les souverainistes français nous disent c'est ce modèle-là qu'on veut suivre, ça veut dire qu'implicitement, inconsciemment, ce qu'ils veulent, c'est que la France soit mise en échec. Youssef, merci pour vos éclaircissements sur la question de la droite nationaliste et de son rapport avec la politique israélienne. Ce qu'il faut en retenir, c'est qu'il est impossible de dissocier le combat nationaliste de la question israélienne et de la question de la mainmise du lobby pro-israélien sur l'État français, et que ceux qui le font, qui dissocient le combat nationaliste de la question du lobby pro-israélien, ne posent pas le problème de la perte de la souveraineté française dans son entièreté. Et d'autant plus qu'il faut garder en tête que du point de vue israélien, du point de vue du lobby pro-israélien, l'on est avec eux ou contre eux. C'est-à-dire que la neutralité n'est pas possible. Alors aujourd'hui, ils sont plus ou moins satisfaits parce que les dirigeants français sont sur la ligne pro-israélienne, mais si la France récupère véritablement sa souveraineté
là je parle pas que de la question sioniste israélienne, mais question monétaire, la question de la souveraineté juridique, les frontières, souveraineté militaire, logiquement, il y aura une prise de distance vis-à-vis du lobby pro-israélien et de la politique israélienne. De fait, une France souverainiste n'est pas une France pro-israélienne. Et c'est ce qui explique pourquoi quelqu'un comme Zemmour, qui pourrait se présenter aux élections présidentielles, est opposé à la sortie de l'euro, donc opposé à la sortie de l'Union européenne, et aussi opposé, en tout cas à ma connaissance, à la sortie de l'OTAN. Donc tout ce discours pseudo-souverainiste pour au final dire aux Français, la France doit rester dans l'euro, elle doit rester dans l'Union européenne, elle doit rester dans l'OTAN. Donc Éric Zemmour, en définitive, puisque c'est au pied du mur qu'on reconnaît le maçon, en définitive, il est pour le maintien de la France dans cette prison politique, économique, militaire et juridique. Parce qu'il sait, lui et le lobby qu'il représente, que c'est le meilleur moyen, notamment, de maintenir la France dans le giron pro-israélien. Merci Youssef, et à bientôt pour une prochaine émission. Merci à vous et à bientôt. La marche du monde. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Youssef Indy. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. La marche du monde.